Pika Pikachu, Pika Pika, Pika Pika Pika. Bonjour, c'est toujours Aymeric. Et c'est toujours Hugo. Et on est toujours là pour LGG Web Radio. Et on est toujours là pour parler de jeux vidéo. Parce qu'on a de ça à faire. Ouais, qu'on n'a pas vraiment de vie. C'est pas vrai parce qu'on a mis du temps avant de sortir ce deuxième épisode. Et tu sais, parce qu'on a justement une vie. On a des cours, Ouais, on a des examens. Disons que c'est un peu chargé, disons, voilà. Mais c'est vrai qu'à ce point-là, à sortir un podcast tous les 3 mois, on a littéralement la même durée de sortie qu'un youtubeur qui fait des animations, donc on peut dire qu'on est... On est le Crazy Boom Show. Voilà, on est bien sur ce point, on va dire, voilà. Et on vous a pas oublié, on n'a pas oublié ce dont on devait parler. On va vous parler de platformers aujourd'hui. Yippee! Surtout, on va se poser la question de l'histoire ou le gameplay. Qu'est-ce qui est intéressant à favoriser dans un jeu vidéo? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement être mieux à favoriser, justement, comme il dit Aymeric. Et moi, j'ai pas fait mes devoirs, mais toi, tu les as fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler du genre du platformers, s'il te plaît? Alors, laisse-moi m'étirer un peu histoire de me préparer. Alors, donc, des platformers, vous les connaissez sans doute, on en connaît plein. Mario, Zelda 2 par exemple. Mais qu'est-ce que c'est qu'un platformers? Ah, c'est bien. Oh, comment ça on utilise exactement la même Transition. la même tradition? Mais non. Un jeu de plateforme est un jeu donc où on contrôle un petit personnage qui va devoir évoluer dans un environnement. En général, qui se trouve, c'est plutôt en 2D et du coup, bah. C'était traditionnellement en 2D, mais C'était traditionnellement en 2D. Mais on trouve des jeux en 3D de nos jours. Et en gros, ce personnage va devoir passer des obstacles, des ennemis, résoudre peut-être des énigmes même, afin de compléter le niveau et d'accéder au suivant. Voilà, c'est très simple, très sobre comme définition. Généralement, on caractérise le platformers par un rythme de progression plus ou moins linéaire. On a un point A, le départ, un point B, l'arrivée, et le joueur est amené à aller du point A au point B, comme tu le disais, en franchissant des obstacles et en résolvant des En énigmes. utilisant plein de choses différentes, en affrontant des ennemis, justement, des choses comme ça. Et le truc qui caractérise le platformers, vraiment la gimmick propre de ce mode de jeu, de ce style de jeu, c'est le saut. Et bien justement, le saut, parlons-en, car le premier vrai platformers qu'on pourrait, si on pourrait le nommer ainsi, s'appelle Space Panic. Quoi? C'est pas Donkey Kong? Ah non, mais oui, malheureusement, il y avait d'autres jeux un peu moins connus qui sont sortis avant. Du coup, ce jeu qui s'appelle Space Panic a été sorti en 1980. On y contrôle un petit astronaute qui doit justement creuser des trous pour éviter de se faire manger par des aliens. Et une gimmick de ce jeu de plateforme, c'est qu'il n'y a pas de saut. Ah, zut, c'est ballot pour le jeu. C'est un peu ballot du coup. Mais justement, Donkey Kong, tu en parlais, et bah ça tombe bien parce que Donkey Kong est le premier jeu, pas le premier platformers, mais le premier jeu où on peut utiliser son personnage pour sauter. Donc justement, Mario va devoir sauver... Jumpman. Jumpman. Il ne s'appelait pas Mario à l'époque, il s'appelait Pardon, Jumpman. il s'appelait Jumpman, c'est Et vrai. il ne sauvait pas la princesse Peach, il sauvait Pauline. Pardon, excusez-moi, voilà, c'est lui qui a fait les devoirs plus que moi, excusez-moi. Donc en gros, comme on disait avant que je me fasse interrompre... Désolé. Comme je disais avant de se faire interrompre, donc du coup, il doit sauver la princesse Pauline, tout en évitant des espèces. Et bah justement, ça tombe bien que tu parles de Donkey Kong, parce que justement, Donkey Kong, c'est le premier jeu, pas le vrai premier jeu de plateforme, mais le premier jeu où on peut utiliser son personnage qui s'appelle Jumpman pour sauter au-dessus des obstacles et sauver la princesse Pauline. Pauline. Comme Juste ça. Pauline. C'est pas une princesse? C'est pas une princesse. Elle est juste riche. Ah, ça explique tout alors. Bref, donc du coup, on va pouvoir utiliser Jumpman, on pourrait sauter au-dessus des tonneaux, s'accrocher à des échelles, enfin tout ce genre de trucs. Et du coup, bah c'est la première fois qu'on a la gimmick du saut dans un jeu de plateforme en 2D. Et d'ailleurs, à l'époque, ils étaient très à cheval sur le réalisme, entre guillemets, puisque sauter d'un peu trop haut, c'est-à-dire de 2 fois sa taille, ça suffit à ce qu'on se casse les jambes et qu'on meure. Dans d'atroces souffrances. Oui. Ouais, donc ne faites pas ça les enfants, c'est pas bon pour vous. Et aujourd'hui, on est à un extrême complètement opposé, où dans Mario Galaxy, Mario saute de planète en planète sans aucun problème et sans aucune Oui, mais scoliose. il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Enfin, ensuite, comment ça s'est passé? Eh bien, vers 1983, on a les premiers défilements horizontal. Vous savez, quand vous vous déplacez vers la droite, l'écran va bouger horizontalement pour suivre le déplacement de vos personnages. Et du on coup, va avoir les premiers niveaux avec un drapeau d'arrivée. oui, voilà, les premiers niveaux complexes.
Et du coup, bah, ce genre de gimmick, on le retrouve dans des jeux comme par exemple qui s'appelle BC Quest for Tires. Alors c'est un jeu que j'ai lu qu'apparemment c'est un jeu où on contrôle un homme de Cro-Magnon qui doit aller sauver sa copine qui s'est fait attraper par des dinosaures. Pourquoi c'est toujours les reptiles, les méchants? C'est toujours les reptiles, les méchants. Ouais. C'est sacrée histoire d'ailleurs. Ouais, voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, Super Mario Bros, le tout premier jeu de la franchise, est sorti exclusivement au Japon pendant très longtemps. Ensuite, la façon dont Mario, à proprement parler Mario, puisque comme petite parenthèse, dans Donkey Kong, le personnage qu'on incarne est la version antérieure de Mario qu'on appelait à l'époque Jumpman, qui a été ensuite surnommé Mario, a été connu dans l'Occident par un portage en fait, une délocalisation d'un jeu japonais qui s'appelait Doki Doki Panic, où les personnages ont été tout simplement remplacés par des skins de Mario pour les rendre plus attractifs au public occidental. Le tout premier jeu Super Mario Bros a été ensuite délocalisé beaucoup plus tard sous le nom de Mario The Lost Level, et qui était un jeu que les occidentaux ont détesté parce qu'ils le trouvaient beaucoup trop compliqué. Enfin, ont détesté. Ils le trouvaient très très compliqué. Non mais de toute façon nous les occidentaux, ça y est, dès qu'il y a deux défis, ça y est, machin, ça se voit qu'ils ont jamais joué à Dark Souls. Attends, mais faut voir, tu sais, aujourd'hui Nintendo est un peu dans une trend de ressortir des vieux jeux qui étaient sur Wii U et sur Wii, sur Switch. C'est le vieux truc, ouais. Et il y a pas longtemps, ils ont ressorti Mario 3D World, qui était un jeu Wii U de plateforme, un jeu très convivial puisqu'en fait on était fortement insisté à jouer à 4. Sauf quand on n'est pas d'amis. Sauf quand on n'a pas d'amis, bien sûr. Quand on n'a pas d'amis, on refait le jeu 6 fois avec les 6 personnages différents. Et en fait, ils l'ont ressorti sur Switch, mais ils ont affreusement simplifié le jeu. Et ça, c'est une trend de façon générale. Pour qu'il soit un peu plus family friendly, quoi. Genre que toute la famille puisse y jouer, quoi. Mais même, j'ai envie de te dire, en soi, que le jeu soit un peu compliqué et pose des obstacles qui demandent... Par exemple typique. Une gimmick des platformers, souvent, c'est qu'on a des collectibles dans les platformers. On va avoir ce petit objet, les 3 étoiles du niveau, les 5 pièces de puzzle de la carte. Les pièces rouges, les trucs comme ça. Exactement. Et cette gimmick des collectibles, c'est un truc qui accompagne le platformers pour récompenser les joueurs qui vont pousser les mécaniques de jeu et la physique du jeu et les mécaniques de déplacement à fond et vraiment pleinement profiter de la mobilité de leur personnage pour explorer des recoins de la carte que normalement tu n'explores pas quand ton objectif c'est d'aller à l'arrivée. Et pour les récompenser, ces joueurs, on a inventé le système de collectibles. Et de points aussi, possible. Et de points même. Et en fait, le principe de ces collectibles jusqu'au remake de Mario 3D World sur Switch, c'était que si tu meurs, tu les perds. Tu réapparais au dernier checkpoint que tu as pris avec les collectibles que tu avais pris avant le checkpoint. Maintenant, quand tu meurs avec un collectible... Un checkpoint, c'est un point de contrôle. C'est-à-dire que si... Voilà, pour ceux qui savent... un checkpoint, c'est-à-dire qu'on va aller du point A jusqu'au point C, mais en passant par le point B. Et si on meurt après le point B, on va revenir au point B, en fait. Ça permet de revenir dans un certain endroit du niveau pour pas tout perdre sa progression et tout recommencer depuis le début. Et minimiser la frustration des joueurs parce que les jeux de plateforme sont connus pour... c'est des challenges en fait. C'est des challenges parce que tu regardes, petite leçon de composition de niveau dans les jeux de plateforme, tu prends un niveau de Mario classique, n'importe lequel. T'as toujours une alternance entre des sessions de challenge où tu vas vraiment avoir genre un trou par exemple, et tu dois sauter par-dessus le trou, incroyable challenge, et après une section de repos où tu vas avoir un mini challenge mais optionnel entre guillemets. Genre un Goomba. Je pensais surtout à genre un bloc avec un champignon dedans, et tu dois sauter sur un autre bloc pour atteindre ce bloc avec un champignon. D'accord. Tu vois, c'est un challenge en soi, mais c'est optionnel. C'est pour avoir un champignon. Tu peux très bien réussir le niveau sans ton champignon. Oui, mais les points. Les points. Les 1000 points du champignon. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter pour sauver la princesse, ces 1000 points? Ça te donne du score, et le score, ça sert à flex. Ça sert à montrer à quel point t'es fort contre tes potes. Mais je m'en fiche, moi je veux juste sauver la princesse Toadstool, Peach, Pauline, Harmony, non, Zelda, non, pas le bon jeu. Oui, souvent les platformers, pendant très longtemps, l'histoire se résumait à le gentil qui va sauver la gentille à des griffes du méchant. Et en cassant la figure au méchant, tant qu'on y est, parce que tant qu'on y est, autant le faire.
Attends, non, Sonic avait changé la trend. Sonic en 1991, dans son premier jeu, il ne sauvait pas une princesse, il sauvait des petits animaux qui ont été transformés en robots par le méchant docteur Robotnik. Eggman. Sauf que il tuait les animaux en leur sautant dessus pendant les niveaux. Non, il casse les robots et il y a les petits animaux qui sortent des robots. Ouais, bien sûr. Pourquoi tu mets des animaux dans un robot? Je sais pas, parce qu'il faut bien de la matière. Je sais pas. Il fallait remplir le carburant, Bah on savait oui. pas quoi mettre. On nous a donné un petit lapin. Non bon mais bah. tu sais, genre il y avait le robot, il y a un trou dedans, il y avait rien. Du coup ils ont juste foutu un animal pour genre vraiment remplir quoi, parce qu'il y a pas trop de place. Mais de toute façon, en fait, dans les platformers, au final, l'histoire. Est-ce que ça importe? Peut-être. Oui. Ah bah voilà. Oui, désolé, mais pour moi, je pense que avoir une bonne histoire derrière ton jeu, ça rend le tout. Pas forcément une bonne histoire, mais juste une histoire de façon générale, ça rend le tout forcément beaucoup plus attrayant. Surtout que ça donne l'impression de vraiment faire partie de l'histoire et de vraiment contribuer que ce qu'on fait ait du sens. Ouais, que t'as ce une soit motivation. Pas juste, voilà, qu'il y ait une motivation derrière, etc. Pas besoin que ce soit un truc hyper élaboré. Je veux dire, Mario 64 nous a fait faire un salto arrière au-dessus d'une montagne pour sauver Princesse Toadstool et avoir un bisou sur le nez. Et c'est ainsi que Banjo-Kazooie, avec un scénario de type la méchante Gruntilda, je sais plus ce qu'elle veut faire. Je sais pas, j'ai jamais joué à Banjo-Kazooie, donc... Tu aurais dû jouer à Banjo-Kazooie, c'est un classique de la Nintendo 64. Il n'y a pas la Nintendo 64. Méchante Gruntilda, Super la méchante sorcière verte avec un nez vert, elle a... Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est Je pas m'en gentille. souviens plus. Elle est pas gentille. Je sais que dans le 2, elle veut voler l'énergie des gens pour devenir belle. Ça, c'est pas cool. On vole pas l'énergie des gens. C'est pas sympa. Mais dans le 1, elle pourrait te demander avant, quoi. Ah oui, si, je me souviens. Elle a capturé la sœur de Banjo, donc le protagoniste, pour lui voler sa beauté. Genre, elle la met dans une machine et puis après, elle veut lui extraire sa beauté pour faire du jus de beauté et ensuite... Genre, ensuite, elle se l'applique sur le visage et elle le vend 50 € sur internet. Non, quand on est une sorcière, on ne partage pas. Non, mais elle fait une marque au pire, tu vois, genre. Gruntilda, parce que je le veux bien. Gruntilda, sérum de jeunesse. Et avec cette histoire digne de Leader Price, ils ont réussi à nous faire ramasser 100 plumes d'or, 50 pièces de puzzle, 10 Jinjo et 5 crânes de Mambo par niveau. La limite du collectif, des fois, dans certains jeux, est vraiment poussée à une limite où même le scénario ne peut pas la justifier. Bah, c'est surtout que, oui, voilà, comment tu veux littéralement justifier le fait que, genre, ton personnage doit récupérer 4 fois, par exemple, le PIB des États-Unis en pièces dans un niveau, c'est genre. Ça paraît un peu bizarre, quoi. Après, un truc qui est important à prendre en compte dans les platformers, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont optionnelles. Tu prends Mario 64, qui a été le premier jeu à instaurer cette mécanique du t'as ramassé 100 pièces, tiens, une étoile gratuite. Techniquement, faut la payer quand même. Malheureusement, rien n'est gratuit dans la vie. Petite leçon de vie dans le podcast sur les jeux vidéo. Oui, les 100 pièces. C'est optionnel, mine de rien. Parce que le jeu, Mario 64, il y a 120 étoiles en tout, mais tu peux le finir avec 70 étoiles. Oui, mais justement, si tu veux, j'imagine que si tu fais les 120 étoiles, t'as des trucs à la fin, peut-être une autre fin, ou des niveaux bonus, ou des trucs comme ça. Ce que tu... Non. Ah, Ce pas que du tu tout. obtiens à la fin de Mario 64 pour avoir récupéré 120 étoiles, c'est l'accès à un canon Qui t'envoie en l'air. qui permet de t'envoyer sur le toit du château pour parler à Yoshi. Et genre Yoshi en mode. Et Yoshi, il te lit une lettre des développeurs du jeu qui te dit merci d'avoir joué au jeu. Tiens, 99 vies. L'histoire. Toi, t'en penses quoi? J'aime beaucoup quand le jeu le jeu a quelque chose à raconter, mais j'aime pas quand c'est des scènes d'exposition. Genre vraiment, ça fait penser un peu à des animés. Je vais donner des exemples d'animés. Genre en mode oh il se passe ça et du coup machin. Je suis pour le fait qu'il y ait quand même un fil conducteur pour qu'on comprenne ce qui se passe. Mais moi, ce que je kiffe le plus, c'est, encore une fois, que ce soit optionnel. Que ce soit au joueur de trouver l'histoire et qu'on lui dise ah, tiens, t'as cherché ça? Bah tiens, du lore, tiens, de l'histoire, tiens, des trucs à grignoter pour savoir ce qui se passe, en fait. Est-ce que tu dirais du coup que l'approche de Breath of the Wild est plus adaptée? En gros, tu te réveilles. Tu es sur un plateau. Sur le plateau, le jeu est un peu scripté, c'est-à-dire on te demande d'aller d'un point A à un point B, puis ensuite de récupérer ceci, de récupérer cela. Et une fois que t'as tout ton équipement héroïque, on te lâche dans la nature, on te dit, il y a le méchant. Voilà.
Balade-toi. Et c'est ensuite à toi, en tant que joueur, de prendre la décision d'aller explorer. Soit tu vas suivre le fil de l'histoire et tu vas aller voir un de tes personnages qui va te faire de l'exposition, qui va te dire « Il y a 100 ans, Ganon est arrivé en ces terres. » Et sinon, si t'en as rien à faire, tu vas voir Ganon et tu lui casses la figure. Avec un bâton. Avec un bâton. Avec un bâton Avec le fameux bâton. Qui fait 1 de dégâts. Le bâton avec 999 d'endurance. Et après, t'as Zelda qui te dit « C'est gentil de m'avoir sauvé, mais tu sais qui je suis au moins ?» Alors c'est vrai, il sait même pas... Link, non, elle lui dit Est-ce que tu te souviens de moi ?» Parce que elle se Fondu au souvient. noir. Elle se souvient. Oui, elle se souvient. Mais elle est pas morte, elle. Elle a passé 100 ans scellée avec Ganon. Ah oui, mais il se réincarne à chaque fois. Mon dieu, on va vraiment faire une petite parenthèse lors de Link, là. Mais il se réincarne à chaque fois, donc ils se souviennent pas de toute leur vie. Oui, mais non, mais dans Breath of the Wild, Link est mort, mais il a été ressuscité en 100 ans, donc c'est le même Link. Ah, de Mais genre... il est amnésique. Ouais, donc c'est comme s'il était réincarné, quoi. Il a fait une... Bah, tu vois, comme approche, moi ça me va. Parce que, enfin, peut-être pas les scènes d'exposition en mode... Enfin, après, les scènes d'exposition c'est bien parce que, bah, déjà c'est classe. Dans ce cas-là, c'est classe et que ça t'explique bien, mais le reste, bah... J'y ai pas trop joué, mais je suppose que, genre, en allant à gauche à droite, tu découvres des nouveaux trucs et t'apprends l'histoire des terres. Je suppose que... Genre, tu vas faire des sanctuaires, t'apprends l'histoire des terres, t'apprends ce qui s'est passé, etc. C'est... Enfin, pour moi, c'est la manière la plus satisfaisante. Vraiment, de découvrir, c'est vraiment de T'aimes découvrir, juste ouais. pas la première 2 heures les premières 2h30 de jeu où t'as genre des cinématiques. Ouais, Quand est-ce que je joue? Des cinématiques. Mais en fait, j'aime bien ça parce que je trouve ça classe, parce que je suis toujours intéressé de comment c'est fait derrière. Genre les cinématiques, ça m'intéresse vraiment parce que vraiment comment ils animent ça et tout, ça me passionne. Mais c'est le truc de à un moment, bah, faut pas prendre trop le joueur par la main. Enfin, moi, je suis du style que, bah, c'est pour ça que j'aime bien les Dark Souls, des trucs comme ça, parce qu'on te jette. Non mais j'aime bien parce que justement, bah, c'est à toi de faire. Bah, littéralement comme dans Skyrim, t'as un fil conducteur, t'as une histoire principale. Mais t'as une pléthore de quêtes secondaires, peut-être même des fois un peu trop. Mais comment tu mets des quêtes secondaires dans un platformers? Bah j'en sais rien, peut-être en mode va me chercher un item ou faut que ça aille sauver un ami qui est coincé dans cette partie du niveau, mais faut que tu recherches et que tu utilises, je sais pas, j'y pense comme ça, mais des objets spéciaux pour trouver l'ami, etc. Moi, je pense par exemple à Mario Galaxy, tu me dirais une quête secondaire, va trouver Luigi. Luigi est dans ce niveau, il a besoin d'aide, il est emprisonné, va l'aider. Tu vois, il t'aura des récompenses. Oui, mais alors Oui, Luigi, il te raconte quelque chose. Luigi apparaît dans certains niveaux de Mario Galaxy il apparaît de déjà, façon plus ou moins aléatoire et il te donne une étoile bonus. Mais comme son nom l'indique, c'est une étoile bonus en fait. T'es pas obligé de la ramasser. Bah voilà, ça contribue à l'avancée de l'histoire, mais genre, je sais pas si tu peux vraiment considérer ça une clé secondaire. Bah j'imagine que c'est plutôt une récompense de la même manière que, je sais pas, tu es dans un open world, tu vas voir une ruine et t'as un coffre et t'es en mode ouais let's go, tu vois. C'est une récompense pour l'exploration. Oui, mais en fait, le platformers, de façon inhérente, dans un platformers, y a pas grand chose qui compte. En fait, dans certains platformers, tu as ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire un endroit qui connecte tous les niveaux ou tous les mondes, ou un endroit, tu sais, un lieu central auquel tu reviens entre chaque niveau. Et où tu peux choisir à n'importe quel niveau, à n'importe quel moment. Exactement. Des fois, ce que font certains jeux, c'est qu'au fur et à mesure de ta progression, ce hub va se développer. Par exemple, on parlait de Mario Galaxy. Mario Galaxy, le hub, en l'occurrence, c'est l'observatoire de la comète, qui est une espèce de tour dans l'espace. Une espèce de vaisseau spatial, on pourrait dire comme ça. Oui, voilà. Mais ça ressemble pas à un vaisseau spatial, c'est ça qui est bizarre. Mais ça flotte dans les étoiles. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est classe. C'est un observatoire. C'est un observatoire. Et en fait, plus on avance dans le jeu, plus on ramasse des étoiles, plus on alimente Enfin, ces étoiles, du coup, sont ce qui alimente le vaisseau en énergie. Oui, on utilise l'énergie des étoiles pour faire du carburant et ça permet de remettre... Mais voilà la solution au problème du pétrole. Les étoiles. Utiliser des étoiles, ça produit énormément d'énergie. Et ensuite, du coup, on peut utiliser genre 40 étoiles pour remettre le courant sur une seule partie du vaisseau. Pour avoir 5 niveaux en plus. C'est pas très rentable ton système. Je crois que leur manière, en fait, je crois qu'ils gâchent un peu, du coup, c'est pour ça ils peuvent pas tout utiliser. Je pense que Chocosta il a mangé des étoiles. Non mais voilà, en fait. Faut pas que je fasse des private jokes à Mario Galaxy en vidéo, enfin en enregistrement. Je sais même pas de quoi t'as parlé. Chocosta c'est le mec marron, le luma marron. Ah, le luma Bah celui-ci s'appelle Chocosta. D'accord, je savais même pas qu'il avait un nom. Et je l'appelais juste le gros luma. Le toutou à harmonie, mais... Le toutou à harmonie. Il est tout le temps à côté d'elle, il fait rien. Si, il te donne la carte.
Oui, le hub qui se développe petit à petit et qui grandit, et il y a de plus en plus de gens qui viennent y vivre, et du coup tu vois des petits trucs marrants, genre des petits personnages non jouables qui font la course entre eux, et tu peux les shooter dedans. Et tu peux leur sauter sur la tête et ils font oui. Ils sont quand même contents du coup. Et bon, le problème c'est que peut-être il est trop facile, machin, mais bon. Trop facile. Non mais apparemment des gens disent qu'il est trop facile. Il y a certains niveaux c'est un enfer. Je galère encore alors que j'ai 18 piges. Même quand j'en avais 8 ans je galérais, maintenant j'en ai 10 de plus, je galère encore. Mais voilà. Et du coup, excusez-moi, ça sortait un peu du cœur le trop Oui. facile. Parce que j'ai fait il y a pas longtemps Mario Galaxy. c'est Non, un enfer, pas hein. trop facile. C'est un enfer. Mais du coup, ouais, le gameplay est génial parce qu'il y a tous les trucs au niveau de la gravité. On se balade de planète en planète, de galaxie en galaxie Et carrément. il y a du lore, il y a cette fameuse harmonie qui est le personnage mystérieux qui nous accompagne dans les aventures. Et on ne sait rien d'elle, si ce n'est qu'avant elle vivait sur Terre, avant de vivre dans l'espace parmi les enfants des étoiles. Et on ne sait pas qui sont ses parents, mais on peut lui demander de nous parler de son histoire. Et elle a un passé mystérieux, et dans le 2, on ne la revoit pas. Dans les jeux, tu mets une petite distinction quand même entre l'histoire à Et le proprement lore. parler et le lore, parce que moi ce que j'aime bien c'est quand le jeu a une histoire en soi. Certes, c'est pas forcément compliqué, pas forcément hyper détaillé, mais une histoire qui tient la route, et surtout du lore par derrière. Parce que c'est toi, ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir avoir. Oui, c'est de pouvoir avoir plus de trucs en fait. J'aime beaucoup manger le lore. Tu aimes manger le lore. Vraiment, je me fais des salades de lore tous les jours là. Miam. Toutes les personnes qui s'appellent lore se sont senties offensées. Ah mince. Bah le lore alors, puisque je suis un gros fan, je sais le définir. Alors le lore c'est tout ce qui justement n'est pas dans l'histoire à proprement parler, qui n'est pas forcément expliqué dans la trame de l'histoire qu'on suit, mais c'est tout l'univers qui est autour du jeu ou de l'aventure qu'on est en train de vivre. C'est l'histoire sous-jacente à un jeu qui concerne l'univers et implique Les personnages, les événements, les lieux, etc. Exactement. C'est un peu j'ai pas envie d'utiliser des termes anglais et dire backstory, mais l'histoire derrière l'histoire. C'est ça. Avant que toi, avec ton personnage, tu vives l'histoire. Qu'est-ce qui se passait avant et qui se passera après ou pendant même des fois. Et dans les platformers, c'est quelque chose qui est quand même Assez pas présent. négligé. Ouais. Je sais pas. Non, parce que en vrai, c'est quelque chose qu'ils essaient de corriger dans certains jeux, mais c'est souvent des petits jeux indés qui ont pas beaucoup de visibilité. Je pense à A Hat in Time. Je pense à j'ai oublié comment s'appelle ce jeu où tu incarnes un petit bonhomme qui voyage dans les cerveaux des gens pour résoudre leur traumatisme d'enfance. Une visite chez un psychiatre. Visite chez un psychiatre. Non. C'est un jeu de plateforme, et en vrai ça aborde des sujets hyper profonds. Comme quoi, ça veut dire qu'on peut, en fait, on peut relier les deux en fait. On n'est pas obligé de trade l'un pour l'autre, c'est-à-dire de vraiment avoir un jeu qui est trop axé, très axé sur le gameplay, pas du tout sur l'histoire, et vice versa. Parce qu'il y en a. Après, ça dépend de ton but. Hein. Ça dépend de ce que tu cherches aussi, parce qu'il y a aussi des jeux qui sont complètement axés sur l'histoire. Parce que je me souviens de le mec qui était en charge de Mario Galaxy 2, il a dit on a mis de côté l'histoire dans notre jeu parce qu'on voulait en fait que ce Mario Galaxy se focalise plus sur le gameplay, et en fait surtout il voulait pas que Mario ce soit une franchise avec beaucoup de lore, beaucoup de théorie crafting de derrière. Fatalement, c'est arrivé parce que. Il y avait beaucoup d'univers étendus au final avec Mario. Donc... Et les fans, de toute façon, n'aiment pas rester sans réponse. Qui est la femme de Bowser? Qui est la mère de Bowser Jr.? D'où viennent les Koopalings? Sur Club Non, on expliquera la prochaine fois. Non. Non. Faut qu'on s'arrête, on n'a plus le temps. Bon. Au revoir. Voilà. C'était Emric et Hugo. On est toujours dans cette salle et on va espérer qu'on pourra faire plus que tous les 3 mois. Au revoir. Et au revoir.